Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire à destination des courtiers sur le thème de la négociation entre courtiers et assureurs. Alors, comme d'habitude, pour notre session, on aura deux mots d'ordre, toujours les mêmes, parler croissance et parler concret. Croissance, parce que c'est l'objectif qu'on partage tous ici, à savoir protéger mieux un nombre toujours plus grand d'assurés. Et puis concret, parce que vous le savez, ce qu'on aime chez Sénat, c'est vous apporter des idées qui soient actionnables, que vous pourrez tester, mettre en pratique juste après notre événement. Alors, le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est celui de la négociation entre courtiers et assureurs. Pour ça, on va aborder majoritairement trois grandes questions. D'abord, celle de comment est-ce que l'assureur et le réassureur perçoivent le risque, le sélectionnent et qu'est-ce que ça implique pour vous en tant que courtier. On discutera aussi de comment construire un business plan qui soit convaincant. Et enfin, on parlera de l'importance de la relation, de la confiance entre l'assureur et le courtier. Alors, pour traiter ce sujet, je me suis super bien entourée. J'ai avec moi aujourd'hui 4 experts que je vous présente immédiatement. Alors, tout d'abord, on a avec nous Alice Béguin. Salut Alice. Alors toi, après 8 années au poste de Client Manager chez Swiss Re pour la France, tu es actuellement Client Manager chez Munich Re sur les marchés France, Belgique et Luxembourg et ça fait 7 ans que tu occupes cette fonction. Alors toi, Alice, tu as mis en place des dizaines de produits d'assurance construits de zéro avec les assureurs et leurs partenaires courtiers, générer des dizaines de millions d'euros de primes. Et donc, on est ravis de t'avoir aujourd'hui autour de la table pour apporter un éclairage réassureur. Ensuite, on a Marina Vivargent. Marina, toi, tu es actuaire. Tu as exercé différents postes chez Willis Towers Watson, chez Magnolia, un spécialiste emprunteur. Et tout récemment, félicitations pour ça d'ailleurs, tu as rejoint SPV pour prendre la direction technique et produit. Donc, petit rappel pour toute l'audience, SPV, c'est un courtier grossiste, majoritairement en santé. C'est un de 80 millions d'euros, 1500 courtiers partenaires. Donc, pour toi, Marina, la conception de produits innovants, générateurs de marge, ça te connaît. On a hâte d'entendre ton point de vue sur comment convaincre les assureurs. Enchantée aussi. Merci. Pour les courtiers, côté courtier, on a aussi Benoît Dominique. Toi, Benoît, tu es directeur général de Mitch. Donc, Mitch, c'est un courtier spécialiste en annulation. Pour résumer, c'est à peu près 500 partenaires avec des entreprises comme Fnac, LVMH, Camping.com ou encore la Coupe du Monde de rugby. Et puis, si je dois synthétiser, chez Mitch, vous êtes vraiment des conquérants. Vous avez quasiment conquis le marché de l'assurance billetterie en 2 ans avec une plateforme technologique et des innovations produits. Donc, c'est super intéressant d'entendre ton point de vue aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Et enfin, Jean Nicolini, cofondateur de Sénat et directeur assurance chez Sénat. Jean, petit point sur ton parcours. Tu as passé 5 ans chez Groupama en tant que gérant d'actifs, puis évolué dans le conseil chez Milliman pendant 4 ans, avant de poursuivre à la CPR où tu as été en charge des affaires internationales pendant 2 ans, avant de fonder Sénat. Et donc, la négo avec les courtiers, c'est le quotidien de ton équipe, le tien. Donc, on a hâte que tu nous racontes ton expérience. Donc, voilà, les présentations sont faites. Juste avant qu'on démarre, je voudrais rappeler à l'audience que vous pouvez utiliser le chat
pour laisser vos commentaires, partager aussi vos bonnes pratiques et votre expérience. Vous avez une section questions, ça va de soi, c'est pour poser vos questions. On les prendra au fil de la discussion ou à la fin si on n'a pas pu le faire avant. Voilà, donc c'est parti. Je vous propose qu'on démarre. Notre première partie, elle est destinée à prendre un peu de recul pour comprendre comment assureurs et réassureurs sélectionnent le risque. Juste avant qu'on démarre et qu'on écoute les intervenants, j'aimerais proposer à l'audience un petit sondage donc, qui va s'afficher à votre écran. Si je le fais correctement, merci pour ceux qui ont activé le sondage. La question est la suivante. Lorsque vous souhaitez lancer un nouveau produit, qu'est-ce qui peut ralentir ce lancement? Est-ce que c'est plutôt la difficulté au départ à convaincre l'assureur qu'il porte le risque? Est-ce que ce sont un peu après des étapes de négociation qui amènent beaucoup de lenteur? Ou des choses de votre côté courtier, qui concernent l'animation commerciale, marketing qui aurait été mal anticipée, ou encore la création de parcours de souscription qui sont trop complexes. Donc, prenez le temps de répondre. Les réponses sont anonymes, donc vous pouvez être libre de répondre et on reviendra sur la réponse au sondage un peu plus tard. Donc, si on revient à notre conversation, donc le risque vu par les assureurs et les réassureurs, Jean, si on commence par toi, chez Sénat, quand tu analyses le risque, quels sont les éléments que tu regardes plus particulièrement? Merci Hello, bonjour à tous. Je vais répondre vraiment sur la partie risque de ta question. Le premier truc qu'on regarde chez Sénat quand vous nous apportez un nouveau risque ou une affaire, c'est la cohérence avec notre appétit au risque, c'est-à-dire les risques qu'on peut faire, qu'on sait faire, ou les risques et sur lesquels on peut se positionner. Mais ça, je sais que tu vas me poser une question dessus plus en détail après, donc je réserve ma réponse. Le deuxième élément, et je voulais le partager avec vous parce que c'est quelque chose d'hyper concret et qui est très important dans notre business, c'est qu'il y a le risque sous-jacent, hein, la fréquence de la case d'un téléphone portable, mais il y a aussi l'impact du parcours de souscription et comment est proposé le programme. Et là, il y a 3 éléments qui sont hyper importants et qui sont presque plus importants que le risque fondamental, c'est l'antisélection, l'aléa moral et la fraude. L'antisélection, hein, c'est comment est-ce que je distribue mon programme va avoir un impact directement sur ces éléments-là, sur l'antisélection. Donc, qui est-ce qui va souscrire? Est-ce que c'est des gens qui sont plus sinistrogènes que la moyenne? Et si oui, comment est-ce qu'on peut essayer d'analyser de combien? L'aléa moral, est-ce que son comportement va être modifié maintenant qu'il est assuré? Et la fraude, est-ce qu'il y a possibilité pour des gens mal intentionnés de profiter de l'assurance pour se faire du pognon? Et ça, c'est des éléments où nous, on va essayer de le regarder en tant qu'assureur, mais là, vous, en tant que courtier qui êtes directement dans la distribution du programme et au contact de l'assuré ou du distributeur qui distribuera le produit d'assurance, votre avis est hyper important pour nous. Comment est-ce que vous l'estimez et comment est-ce que vous comptez mettre en place certains éléments pour limiter ces risques-là? Après, on regarde aussi autre chose, c'est l'exigence en capital. Vous savez, les assureurs ont des exigences en capital en fonction des primes qu'ils encaissent et du risque qu'ils prennent, et ce qui est tout à fait normal. C'est pas un ancien ACPR qui va vous dire le contraire. Donc ça, c'est en fonction de la nature du risque, c'est tout le process Solva 2. Mais il y a une question subsidiaire pour Sénat qui est directement liée à cette exigence en capital, c'est est-ce que je sais que sur ce risque-là, je vais pouvoir trouver des réassureurs qui vont m'accompagner sur ce risque. Et donc, je vais aussi forcément regarder le risque avec ce prisme-là. Que va me dire Alice sur le risque et est-ce que je trouverai de l'appétence auprès d'autres porteurs de risque pour partager le risque avec eux. Je voulais conclure cette partie-là en disant avec cette vieille adage qu'il n'y a pas de mauvais risques, il n'y a que des mauvais tarifs, pour aussi vous dire qu'un des éléments qu'on apprécie beaucoup quand vous nous apportez une affaire, c'est les stats et les données que vous pouvez avoir sur le programme ou sur le risque. On a les nôtres, on a accès à d'autres informations, mais tout ce que vous pouvez nous apporter pour qualifier ce risque et essayer de le quantifier pour nous aider à calculer ensuite la prime sera le bienvenu. Et franchement, je prends tout, même beau dire d'expert, tout, je fais feu de tout bois, donc alimenter le plus possible avec des éléments quantitatifs sur le risque. Ok, d'accord. Et du coup, quand tu parles de tout ce risque et de la manière de le sélectionner, de l'analyser, concrètement, chez Sénat, il est monitoré comment? Comment vous le pilotez?
Alors, on le monitore d'une manière mensuelle. C'est pour ça qu'on peut être aussi assez exigeant envers nos clients courtiers sur la remontée de données. Pour nous, ça, c'est un point très important, c'est parce qu'on va pouvoir voir comme ça si le programme est équilibré, si on est trop cher et donc au final, ça ne se vend pas, ou si on n'est pas assez cher et donc l'équilibre est menacé. Donc on a ce pilotage mensuel. En interne, on est outillé avec un super outil qui s'appelle Gustaf, qu'on a développé nous-mêmes. Je vous invite d'ailleurs à regarder la dernière keynote où on vous présente un peu plus en détail cet outil. Donc ça, c'est notre outil de monitoring actuariel et notre outil où je pense que tous les actuaires de Sénat se connectent au moins une fois par jour sur cet outil. Et ça va nous permettre d'être super rapide et super efficace pour monitorer les risques et pas juste regarder le S sur P, comment il évolue de mois en mois, mais aussi de regarder plus en détail en fonction des formules, en fonction des cohortes, en fonction de différents paramètres qui nous sont montés pour voir si ça dérive, où est-ce que ça dérive et comment améliorer le programme. Et ça, c'est un point important, c'est parce que ça fait partie un peu de notre ADN. On est hyper content de lancer de nouvelles garanties. De trucs qui n'ont jamais été faits avant, d'innover sur les garanties. Ça, on est vraiment, vraiment très content. Par contre, on sait que ça va pas marcher forcément du premier coup, vu qu'on n'a pas forcément d'historique de données sur quelque chose de nouveau, par définition. On va avoir besoin d'itérer et on va avoir besoin de suivre le comportement de cette nouvelle garantie une fois lancée. Et c'est pour ça que une de nos fiertés, par exemple chez Sénat, c'est quand on réussit à trouver le juste prix pour une nouvelle garantie, ou même si le début a été peut-être un peu mauvais, pas assez tarifé ou mal défini, c'est d'itérer avec le courtier pour trouver la martingale qui fonctionne. Et j'ai plusieurs idées de programmes en tête là, où en fait le premier tarif n'était pas le bon, mais très vite on a su ajuster le tir en modifiant certaines garanties, en modifiant le tarif, en modifiant la distribution, pour pouvoir trouver la juste combinaison. Et c'est pour ça, et pour rester encore dans le concret, un point qui est hyper important pour nous dans la relation entre le courtier et l'assureur, c'est les données. Et pour plus on a des données fiables, remontées à temps et de qualité, plus on peut faire notre taf du mieux possible et trouver le juste équilibre. Et donc c'est très important, et je sais que nous, tu vois, quand on voit des affaires qui arrivent, les courtiers avec qui on est déjà en relation et qui sont impeccables sur l'envoi des données à temps et de qualité, forcément, on sait qu'on peut prendre presque plus de risques sur certaines garanties parce qu'on aura de quoi pouvoir suivre l'évolution du programme et le changer si besoin. Hyper clair, merci Jean. J'ai envie de demander à Alice, du coup, en complément de ce que tu dis. Alice, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, parce qu'in fine, le risque, il est majoritairement porté par vous, les réassureurs. Donc, selon toi, quand on te demande de porter un risque, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Quels sont tes points d'attention? Qu'est-ce que tu regardes? Pardon, bonjour à tous. Donc un réassureur, en effet, porte une grosse partie du risque, et ce qu'on recherche principalement, c'est pas tout porter seul. C'est s'aligner, trouver un alignement entre tous les protagonistes qui sont impliqués sur le programme, pour inciter et encourager tout le monde en fait à avoir de bons résultats, donc avoir un bon suivi du portefeuille qu'on met en place ensemble, qu'on gère ensemble. Et voilà, c'est vraiment ce point de gérer les choses ensemble, qu'on soit tous impliqués et responsables pour au final avoir de bons résultats. On démarre évidemment toujours par une bonne souscription, une bonne connaissance du risque de base et une bonne tarification. On aime bien travailler avec les gens qui sont très motivés et très intéressés par ces portefeuilles. On sent qu'il y a une envie de réussir. Et quand c'est nouveau, on aime bien que ce soit ajustable facilement. Quand c'est pas nouveau et qu'on connaît déjà les courtiers, on a déjà créé ensemble quelque chose, donc on sait un peu comment on fonctionne. Mais quand c'est nouveau, il faut que ce soit adaptable assez rapidement et facilement. En général, c'est plutôt pouvoir revoir le produit au fur et à mesure de son évolution, le revoir rapidement et revoir le tarif également.
Donc on peut pas tout gérer, c'est pour ça qu'on peut pas tout prévoir, pardon. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on veut bien porter le risque. Mais l'idée c'est vraiment de partager ça ensemble, de motiver tout le monde pour obtenir des bons résultats et parfois mettre peut-être des choses en place avec les courtiers, des commissions variables par exemple. Qui évoluent selon les bons ou mauvais résultats du portefeuille. Donc comme ça, on a tous envie que les résultats soient bons pour avoir de bonnes commissions. Donc c'est vraiment ce point-là et d'avoir le courtier qui reste impliqué dans le portefeuille, qui ne fait pas trop de choses en même temps, enfin, qui peut évidemment avoir plusieurs branches, mais qui reste impliqué et intéressé aux résultats pour qu'on ait tous envie d'avoir de bons résultats, encore une fois, et du coup de bonnes commissions. Ok, c'est clair. Du coup, en synthèse, c'est un alignement d'intérêts vraiment entre tous les acteurs, courtiers, assureurs, réassureurs. Ça, c'est ce que tu regardes le plus. Jean, tout à l'heure, tu disais, tu as commencé à parler de l'appétence au risque de Sénat. Et tu as raison, j'aimerais bien qu'on y revienne. Si tu devais synthétiser un bon risque, selon toi, c'est quoi ? Ou à contrario, si tu préfères choisir le contre-exemple, un risque qui est particulièrement compliqué à porter, ce serait quoi ? Je sais pas si c'est des bons risques, c'est en tout cas les risques pour lesquels on a de l'appétit. Notre appétit au risque, elle est fonction de notre taille et notre jeunesse. Et je veux dire, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on est encore un jeune acteur. On n'a pas encore de gros portefeuilles mastoc qui ont 10 ans et qui run tranquillement et qui nous assurent un bon socle. On a notre agrément que depuis décembre 2019. Et on a une taille modeste. C'est pour ça que notre appétence au risque, elle est plutôt sur des risques courts. Les risques courts, c'est des risques où très rapidement, on peut voir quel est l'impact du tarif et est-ce que c'est équilibré ou pas. Donc c'est des risques sur lesquels les données nous permettent de nous forger un avis et l'expérience nous permet de nous forger un avis rapidement. On aime aussi, notre appétence au risque, elle est aussi sur des risques qui n'ont pas d'intensité trop grande. Tu vois, des risques comme la RC Auto, par exemple, où le montant de sinistre peut être illimité, n'est pas cohérent avec notre taille. Donc on ne va pas aller sur ces risques-là. Et donc on n'a pas non plus développé de compétences sur ces risques-là. Et un point important pour Sénat, c'est d'avoir une valeur ajoutée et de pouvoir aider la chaîne de valeur à mieux paramétrer son programme, à mieux équilibrer son programme. Donc on va plutôt viser des risques courts, c'est nos verticales chez Sénat, c'est les programmes d'annulation, c'est la santé animale, c'est ces risques où rapidement on peut avoir une vision et l'expérience nous apprend pour avoir la vision sur le bon tarif. Aussi quelque chose sur un bon risque, je voulais pointer du doigt un autre élément, c'est que vous pouvez aussi, vous courtiers, nous aider beaucoup sur le suivi du risque et sur apprendre de ce risque-là, parce que vous êtes en contact direct avec les assurés. Vous êtes plus proche des sinistres que nous. Vous voyez aussi potentiellement plus de choses que nous. Vous êtes plus sur le terrain. Et donc, tout ce que vous pouvez nous remonter sur les comportements de l'assuré, sur des dérives que vous voyez sur l'utilisation de l'assurance, vont nous aider, nous, pour apprendre et pour gagner en expérience et arriver le plus rapidement possible à avoir un programme équilibré pour tout le monde. Ok, hyper clair, merci Jean. Côté courtier, puisque là du coup on a eu votre perception assureur et assureur de comment vous sélectionnez le risque, comment vous l'analysez. Marina, toi, chez SPV, donc on a dit courtier grossiste, quels sont les challenges quand tu lances un nouveau produit d'assurance? J'insiste sur nouveau parce que je pense qu'il y a souvent ce besoin. Au moment on a un nouveau produit, mais on n'a pas forcément tout l'historique de données à fournir à l'assureur. Donc, dans ces cas-là, dans ce contexte précis, comment tu fais pour convaincre l'assureur? Oui, effectivement, en fait, donc quand on lance un nouveau produit ou même un produit qu'on a l'habitude de faire, alors, moi, je vais prendre un exemple très SPV, parce que SPV, on est quand même avant tout des spécialistes de l'assurance de personnes, donc c'est la majorité de notre portefeuille. Si je prends un exemple concret, si je prends la santé, donc en santé, si je pose le contexte, en fait en santé, on a un marché hyper concurrentiel, donc avec des acteurs qui vont aller se battre sur du prix. On a des réformes, c'est-à-dire tous les ans on a des nouvelles réformes qui font que là, on a la sécurité sociale qui va moins rembourser et ça va se déporter sur les complémentaires. Donc un aléa en termes
voilà, de charges de sinistre. Et on a aussi eu une réforme qui a quand même aussi impacté pas mal les portefeuilles. C'est la RIA, donc résiliation infra-annuelle, où là, on changeait complètement de réflexion autour du client qui ne pouvait résilier qu'à date d'effet, et on passe sur un client qui peut résilier après une année complète. Et en fait, tout ça, même sur de la charge de sinistre, en fait, de l'impact de charge de sinistre, bah, c'est extrêmement nouveau. Et du coup, toute cette partie-là, bah, moi, je vais peut-être un peu plus la laisser à l'assureur et au réassureur, en disant finalement, c'est de la projection, et moi, je peux être là et expliquer les comportements de mes clients, mais je vais pas me substituer à l'assureur et au réassureur. Par contre, moi, les datas qui vont m'intéresser, et surtout au lancement de nos programmes, ça va être plutôt des data vision clients. Donc, c'est-à-dire bien définir ma cible, quelle est ma cible de client, pourquoi j'ai besoin de lancer ce produit. Et donc, à ce moment-là, je vais arriver avec plutôt de la data sur mon prospect, quelle est qui est-il en fait. Et un autre type de data que j'apporte parce que j'ai besoin de sortir un produit qui va être dans le marché, ça va être du benchmark de tarifs. C'est un moment, on ne peut pas sortir un produit qui est complètement décorrélé du marché. Et voilà. Et moi, je vais plutôt arriver avec des datas plutôt prospects, plutôt produits, parce que ça va être ça mon vrai regard en fait. La vraie force pour convaincre. Ok, hyper clair Marina, merci beaucoup. Benoît, toi, tu évolues dans un domaine différent, celui de l'assurance annulation. Pour toi, les challenges sont un peu différents, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est que nous, on est sur un vrai marché de niche, quoi. Donc le nombre d'assureurs et réassureurs, il n'y en a pas 50, quoi. On doit d'abord, du coup, convaincre l'assureur et le réassureur du sérieux du dossier. Et en fait, on doit vraiment mettre en avant notre expertise à chaque saisine, c'est-à-dire soit on a des datas, et donc du coup, on va devoir défendre ces datas. Et puis, si tu n'as pas les datas, parce que tu n'es pas le tenant, en fait, tu vas devoir prouver le sérieux de ta saisine par ton expérience, parce que tu as des échos du marché sur cette verticale. Si on prend l'exemple d'une très grosse plateforme de billetterie, c'est vrai que la différence avec le tenant, elle s'est faite. On n'avait pas les datas, on n'était pas le tenant, et en fait, le bon exemple, c'est que il fallait s'emparer du dossier, montrer qu'on maîtrisait les enjeux, qu'on maîtrisait l'évolution du Covid, qu'on maîtrisait l'évolution de nos formules sans justif. Et en fait, si tu montres à toute la chaîne de valeur que tu maîtrises ton sujet, tu vas gagner parce que le client final, il va s'appuyer sur ce que tu dis. Et en fait, j'insiste sur cette notion de chaîne de valeur, hein, c'est qu'il y a le client, il y a le courtier distributeur, il y a le grossiste, il y a l'assureur et le réassureur. Et en fait, il faut que cette chaîne de valeur elle ait confiance dans le dossier, quoi. C'est hyper important. Merci Benoît pour ça. Je vous propose qu'on regarde les résultats du sondage pour voir un peu ce que l'audience en pense. Et je vous rappelle la question, c'était qu'est-ce qui peut ralentir le lancement d'un nouveau produit. Et donc à 45%, l'audience estime que ce sont les étapes de négociation, donc tout ce qui concerne les discussions autour du tarif, des garanties, des clauses contractuelles qui vont ralentir le lancement. Donc, j'ai envie de dire ça tombe bien, je ne sais pas, mais en tout cas ça tombe bien avec notre déroulé, puisque on va aborder tout de suite justement le sujet de la négociation pour voir comment vous pouvez mieux rythmer cette partie et puis convaincre plus rapidement du coup l'assureur. Alors, je vous propose qu'on commence cette deuxième partie avec peut-être avant, du coup, j'en profite pour lancer le prochain sondage. Ça, c'est peut-être mieux. Je vous propose donc aller sur le sondage qui s'affiche à votre écran, avant qu'on rentre dans la deuxième partie, de répondre à cette question. Parce qu'il y a un moment crucial dans les négos, c'est le moment où on présente le business plan. Donc, c'est de savoir si, à ce moment-là, c'est plutôt un moment de stress pour vous, parce que vous n'avez pas toujours tout l'historique de données pour convaincre. Est-ce que c'est un moment de frustration parce que malgré la data que vous fournissez, l'assureur va toujours diviser par 4 votre business plan, ou au contraire, c'est un moment sans encombre, vous n'avez pas de problème là-dessus parce que vous avez la data, que les chiffres sont crédibles et que l'assureur ne remet finalement jamais en cause vos hypothèses. Comme tout à l'heure, c'est anonyme, vous prenez le temps de répondre et on revient aux réponses un peu plus tard. Donc, on rentre dans le vif du sujet de la négo. Si tu veux bien, Benoît, on continue avec toi. Et concrètement, quand tu construis ton business plan pour convaincre l'assureur, comment tu fais ?
Je reboucle un peu avec ce que je disais sur la chaîne de confiance, hein. C'est vrai que si tu essayes au début de balader ton assureur avec un BP un peu lunaire, ça marchera une fois, mais ça marchera pas deux. Et sur notre marché, qui est un petit marché de niche, il y a pas 200 000 assureurs en fait. Donc ce serait, ouais, tu pourras faire un coup, mais c'est pas une vision long terme. Et il faut plutôt toujours essayer de travailler dans une vision long terme. Donc ton BP, en fait, tu dois essayer de l'argumenter un maximum. Sur nos verticales à nous, c'est assez simple, hein, c'est que il faut qu'on argumente sur le panier moyen, il faut qu'on argumente sur le taux de prise de l'assurance. Je prends 2 exemples, par exemple dans le voyage, c'est-à-dire que si demain tu présentes un BP sur le marché de la croisière, c'est vrai que le marché de la croisière, en règle générale, c'est une clientèle plutôt de retraités ou de familles. Donc c'est des gens qui prennent plus l'assurance. Du coup, tes hypothèses de taux de prise d'assurance, là, elles sont plus défendables que si demain tu saisis sur le marché du camping ou sur du tourisme d'aventure, où là c'est une population plus jeune qui est moins sensible au fait qu'elle peut tomber malade et donc qui va peut-être moins s'assurer. Et donc, il faut en fait être armé au moment où tu envoies ta saisine avec ton BP, en fait, pour que de telle manière que ton BP il puisse pas être remis en cause par l'assureur parce que tu l'argumentes en fait. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai que si le BP il est pas, il n'y a pas de critique dessus, c'est très facile après, on va dire ça comme ça. Ouais, ça facilite en tout cas. D'accord. Et toi, Marina, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu fais? Moi, je suis très en fait avec ce que vient de dire Benoît, en fait. C'est-à-dire que, surtout que nous, en santé, comme on disait, on est sur un marché assez concurrentiel. Donc au final, si j'arrive, pareil, avec des chiffres délirants, ça aura aucun sens. Et puis j'ai besoin de montrer aussi de la transparence, j'ai besoin de monter mes hypothèses aussi, de projection. Donc on est aussi quand même sur des gros volumes. Aujourd'hui sur SPV, on a la chance d'être un gros acteur, donc on a des volumes. Et en fait, on est aussi, pour moi, c'est le socle, en fait, c'est la base c'est le cadre, en fait, d'une négociation. En fait, je pense que pour qu'une négociation, elle se passe bien, il faut qu'on ait un cadre commun, et donc pour moi, c'est le BP. Et ensuite, on peut négocier à l'intérieur de ce cadre. Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, une des choses les plus importantes, parce qu'en santé, on va être quand même beaucoup dans la négociation avec l'assureur. Et derrière, ça aussi, ça permet un bon BP, ça va permettre aussi de se rendre compte que finalement, si par contre, par exemple, je fais un lancement produit et que je me rends compte que mon produit est pas bien positionné, etc., je vais pouvoir, grâce à un bon BP, le repositionner assez vite et en fait travailler avec l'assureur pour qu'on puisse le revoir. Alors que si j'ai un BP complètement délirant, je pourrais pas me dire finalement est-ce que j'ai un problème avec le produit ou pas, je le saurais pas. Donc vraiment un BP c'est le cadre d'une bonne négo. Ok, d'accord. Benoît, si on revient vers toi, donc on a parlé du coup de la crédibilité du business plan, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu actionnes, que nos courtiers ici pourraient tester ensuite? Déjà, c'est de bien choisir en fait l'approche que l'on veut avoir. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez Mitch, on a 2 valeurs très importantes. C'est créer des assurances qui remboursent. C'est important, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour être un acteur supplémentaire, mais en fait, on fait le pas de côté pour avoir des innovations dont on va parler et plateformiser l'assurance. C'est vrai que en fait, si on vient nous voir, c'est tout simplement parce que on veut une approche digitale de ce dossier-là. Et nous, je vous l'ai déjà dit, on est des spécialistes de l'assurance annulation. Donc, c'est vrai que si demain, on vient nous voir en nous disant, nous, ce qu'on veut, c'est la même chose que les assureurs historiques depuis des années, ça n'a pas trop de sens. Et donc, du coup, moi, pareil, dans les négociations avec l'assureur, il le sait que ça va être notre pas de côté qui va être fait. Je prends des exemples très concrets. Prenons l'assurance voyage. C'est vrai qu'on a été innovant en créant, quand tout le monde faisait de la flex et vouloir s'inspirer de ces services flex, nous, on a fait le choix de travailler sur l'innovation. Elle a été de trouver quand même un produit assurantiel où on avait une flex qui était la meilleure du marché et la moins chère du marché. Comment on fait pour plateformiser le sujet de l'assurance quand chez les acteurs historiques, par exemple, on va demander on va demander qu'un seul justif quand quelqu'un est malade, quand un acteur historique va plutôt demander
un relevé papier avec le certificat médical, la preuve que la carte vitale est passée et la preuve que c'est pas un certificat médical de complaisance. Donc c'est vrai qu'on peut aussi éviter les franchises. Voilà, on va vraiment travailler sur essayer à chaque fois de d'être différenciant. Sinon, on n'a pas d'objet à exister en fait. Ouais, ok, merci. Et du coup, il y a beaucoup d'innovation, c'est ce que j'entends. Jean, toi, quand tu entends tout ça et que tu reçois un BP, du coup, concrètement, comment tu prends ta décision? Et est-ce qu'il y a des instances spécifiques par lesquelles il faut passer chez Sénat? Ouais. Bon, pour être cash, dans la très grande majorité des cas, les BP, je les réduis. Hein, on les réduit. On essaie vraiment d'avoir un recalcul critique du BP le plus intelligent possible, parce que c'est important de voir comment on projette ce nouveau business. Donc on va regarder plusieurs éléments. Tu vois, on va regarder si c'est la reprise d'un portefeuille existant, quelles ont été les hypothèses de production, quelles sont les hypothèses de croissance, comment le produit sera distribué, quelle est la force commerciale qui sera mise en face, quel est le réseau de distribution. On va utiliser aussi quelquefois des produits comparables pour estimer le taux d'attache ou le taux de prise de l'assurance. Je vois souvent des BP où ils mettent des taux de prise de l'assurance de 45%. C'est possible sur certaines verticales, c'est pas la norme, on va dire. Tu vois. Donc on fait tout ce travail un peu de recalcul. Après, ce qu'on regarde aussi, et qui est hyper impactant, mais ça fait un peu écho à ce que disait Benoît, c'est la valeur ajoutée pour l'assuré final. C'est s'il y a un intérêt pour l'assuré final, parce qu'il il faut des assurances qui remboursent. Je suis complètement d'accord avec Benoît, sinon ça ne sert à rien, et sinon en fait ça ne se vendra pas. Donc quelle est la valeur pour l'assuré final? Et là aussi, ça peut être très important, parce qu'un BP, c'est pas que des chiffres, c'est aussi communiquez-nous, qu'est-ce qui vous fait dire que les assurés sont intéressés par ce produit? Quels sont les retours de prospects, les sondages que vous avez pu faire ou autres, qui marquent que les assurés auront envie de se couvrir sur ce risque et seront intéressés par ce type d'assurance. Donc on refait les BP. Alors qui refait chez Sénat et comment les décisions sont prises? Et ça me fait marrer parce que tu as fait un peu écho au sondage là, où on disait que 45% des gens trouvaient que ce qui était long, c'était toute la négociation avec l'assureur. Chez Sénat, c'est le projet, enfin chaque deal qui est apporté par un courtier, est géré par ce qu'on appelle le quatuor en interne. Donc c'est 4 personnes, c'est pluridisciplinaire. Donc il y a le commercial, qu'on appelle le client exécutif, qui gère la relation avec le courtier, un spécialiste, donc un profil commercial mais qui est spécialiste de l'assurance et la verticale en question, un actuaire qui sera responsable de la tarification et un juriste qui sera responsable de la contractualisation. Et c'est ce quatuor-là qui emmène le deal, gère le deal et décide sur le deal. On a défini notre cas de souscription. Et donc, tu vois, il n'y a pas besoin de passer par des comités et d'attendre 3 mois, etc. C'est ce quatuor qui va l'idée dans le respect du cadre de souscription qu'on s'est mis, qui est un cadre aussi qui est basé beaucoup sur les projections de marge qu'on fait liées au BP ou autres. C'est ce quatuor qui va porter le projet. Donc ça permet, en donnant beaucoup d'autonomie à ce quatuor, ça permet généralement d'avoir une très grande rapidité et réactivité aux différents échanges avec le courtier. Alors il y aura toujours une phase de négociation, une phase un peu de ping-pong entre le courtier et nous. Je trouve que c'est une des phases qui a potentiellement le plus de valeur ajoutée parce que ça matérialise la co-construction qui nous est chère chez Sénat entre le courtier et l'assureur pour définir le programme. Et donc c'est des échanges, mais qui par contre sont très rapides. On réagit vite et c'est le quatuor qui porte ces échanges pour aller vite. Il n'y a pas besoin de passer par 6000 comités et autres validations en interne. Entendu, un bon moyen d'accélérer cette phase de négo du coup. Alice, de ton côté, j'ai envie de te poser la même question. Qu'est-ce qui est clé selon toi quand tu analyses un BP? Ça va être un peu répétitif, mais ce qui est clé chez nous, c'est vraiment aussi de bien comprendre le BP, de le crédibiliser. Surtout, c'est vraiment ce terme. Et pour ça, en fait, c'est beaucoup d'échanges avec les courtiers ou assureurs pour bien comprendre ce qu'il y a dedans, fiabiliser les données qui ont été utilisées, qu'on soit à l'aise avec tout ce qui a été mis dans ce BP et vraiment, voilà, voir qu'il a été construit avec des données fiables, des données complètes, voilà.
Bon, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Entendu. Tu es d'accord avec Jean, du coup? Oui, exactement. C'est vraiment la clé, et le point principal est de sentir que c'est des données fiables et que tout le monde est bien imprégné de tout ça. Ok, ça marche. Benoît, donc on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de crédibilité du BP. Tout à l'heure, tu as parlé de l'innovation dans le produit. Pour convaincre un assureur, est-ce qu'il y a d'autres engagements que tu prends? Et ce que j'ai en tête par là, c'est autour de l'animation commerciale du produit, du marketing de l'offre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en avant dans la phase de négo? Ouais, c'est important. Bah déjà, en fait, l'élément clé, c'est la nature même du produit. C'est-à-dire que si tu vas innover, si tu vas proposer et défendre un dossier avec un BP et avec toutes les garanties que tu es en train de mettre en place, c'est qu'en fait, tu as relevé un pain point. En fait, tu as relevé un point qui t'est remonté par le terrain. Ça fait plusieurs fois que ça remonte et donc potentiellement, il y a un pain point. Moi, je suis pas le mec qui seul fait des expériences et se dit ça va marcher. Non, en fait, je détecte un besoin. Mes commerciaux m'appellent en me disant Benoît, ça fait et moi quand ça fait 5 fois qu'on me dit que c'est le même problème, ça veut dire qu'il faut une solution et que la solution elle doit être assurantielle. C'est pas tous les risques ne sont pas forcément assurables, parce que ça n'a pas forcément trop de sens. Ce qui a du sens, c'est d'essayer de créer un produit que toi tu vas pouvoir bien après commercialiser, parce que en fait, ça a été un pain point souligné par, par les clients, et je maintiens sur le côté que tu vas assumer aussi ton marketing. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler, mais on va quand même le rappeler. Nous, on s'appelle Mitch. Mitch, c'est un hommage très clair à Mitch Buchanan, qui est venez vous sauver quand vous étiez à la plage, alors que dans les faits, il était que maître nageur. Bah, c'est à peu près la même logique, c'est-à-dire qu'on fait de l'assurance sérieusement, mais par contre, on ne se prend pas au sérieux. Et l'idée, c'est vraiment de prendre des engagements forts. On va rembourser les clients en moins de 6 heures. On le fait depuis 3 ans. Là, en ce moment, on est en train de lancer une assurance où dedans, ça va traiter toutes les problématiques de dégradation. L'année a été marquée sur notre business des hébergeurs professionnels par les punaises de lit. Comment en fait on contourne cette difficulté et on crée un programme innovant qui va encore disrupter le marché. Mais c'est nous qui allons l'assumer, c'est notre produit, c'est le produit Mitch, quoi. Et donc ça nous permet justement après d'être crédible vis-à-vis des assureurs et assureurs, en leur disant clairement, bah ouais, j'ai fait le BP, ouais, j'ai fait le produit, mais en plus, oui, je vais le vendre. Ouais, très clair. Et j'ai envie d'enchaîner avec parce qu'on a beaucoup parlé du BP, de comment convaincre à ce moment-là. Il y a un autre moment super important, pardon, c'est la négo dans le cas des renouvellements. Donc Marina, j'aimerais faire un petit exercice avec toi en live, si tu es OK. Si on se projette dans un contexte de fin d'exercice qui a été un peu compliqué, tu as un ratio combiné à 110%. Et ton assureur veut augmenter ta prime, mais ton client t'a prévenu, il n'acceptera pas 1% d'augmentation. Tu fais quoi? Alors déjà, j'espère que j'aurais vu avant que j'atteigne un ratio de 110%, parce que le but, c'est quand même de se préparer en amont, et en tout cas de préparer en amont son client. Attention, on a un risque qui dérive. Parce que finalement, moi, mon arme par rapport à mon client, c'est la pédagogie. En fait, je n'ai pas grand-chose d'autre, à part être extrêmement pédagogue et faire comprendre à mon client qu'il n'existe pas d'argent magique, que sinistre égale prime, et que je consomme plus que ce que je paye. Ce que, en plus, il arrive très bien à concevoir dans un magasin. C'est-à-dire que dans un magasin, il comprend que quand il achète un objet, il ne va pas le payer moins cher parce qu'il a décidé de le payer moins cher. Donc, il le conçoit. Et donc, en fait, là, le but, c'est vraiment de faire beaucoup de pédagogie. Après, le courtier, il a toujours cette casquette de négociation parce qu'il est entre son client, il est entre son assureur. Et du coup, j'ai tendance à dire que la vérité est toujours au milieu, qu'on peut réussir à trouver des compromis. Si c'est pas d'augmentation de prime, ce sera peut-être une revue des garanties, etc., etc. En fait, le but, c'est quelle concession est prêt à faire mon client, quelle concession est prêt à faire mon assureur, peut-être pour avoir cette rentabilité à un petit peu plus long terme, alors que lui avait imaginé ça un petit peu plus court terme. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à en bonne intelligence trouver des compromis. Donc de toute façon, si j'agis pas sur les primes, j'agis sur les garanties. Voilà. Et puis expliquer au client, faire beaucoup de pédagogie.
Ok, entendu. C'est très clair. Merci Marina. Benoît, est-ce que toi, tu aurais un exemple concret d'une négo que tu aurais particulièrement bien réussi, ou pareil, à contrario, quelque chose qui a été plus difficile à partager avec l'audience aujourd'hui? Bah, c'est vrai que sur nos verticales, nous, l'événementiel, la billetterie, il y a eu un avant et un après Covid, quoi, et le voyage, évidemment. Il y a eu un avant et après Covid, hein. C'est vrai avant Covid, il y avait pas mal d'acteurs et c'est vrai qu'on avait cette tendance à faire du nomadisme assurantiel, hein. C'est-à-dire que potentiellement, n'importe quel assureur voulait travailler avec nous. Et donc, dans les faits, en fait, si les contrats étaient déséquilibrés, c'était ça le réflexe à l'époque. Le Covid a rebattu pas mal les cartes parce qu'il y a pas mal d'assureurs qui ont décidé d'arrêter ces verticales-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est, je ne vais pas redire ce qu'a dit Marina, hein. C'est vrai que notre outil nous permet d'anticiper, de ne pas se retrouver avec un ratio combiné. Mais il peut arriver, hein, ce ratio combiné de 110, hein, et les assurances sont là pour ça, hein, et les assureurs sont là pour ça, en fait. Mais je vais te donner un exemple très concret de situations compliquées. C'est que on se tape 2 ans de Covid, donc les résultats doivent maintenant gérer des sinistres où il y a plus de gens malades. Et, et donc on fait 2020, 2021 avec des résultats pas top et on se dit, bon, le plus dur est derrière nous, les gens sont vaccinés et du coup les résultats vont s'équilibrer. Et merci à l'assureur d'avoir été patient et pas de souci, distributeur, ça fonctionne très bien. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'arrive une vague qui s'appelle Omicron en janvier 2022, qu'on se disait que 2022, l'année, elle serait bonne puisque 2021, c'était fini. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la télé, en gros, le soir, on nous disait à l'époque du variant Alpha et Delta, il y a 30 000 cas contacts, et puis au variant Omicron, il y a 500 000 cas contacts. Donc c'est sûr que tu vas t'en taper des sinistres et pas mal même. Donc ouais, ça a été c'est beaucoup de pédagogie, d'essayer d'expliquer à l'ensemble de la chaîne de valeur, je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, hein, que faut voir long terme et mettre des petits coups de volant plutôt que de totalement braquer et dire j'arrête, soit l'assureur qui dira j'arrête, ou soit le distributeur qui dira moi dans tous les cas je veux pas le savoir en fait. Donc il faut de la pédagogie et il faut anticiper. Ok, c'est très clair. Merci Benoît. Je vous propose qu'on regarde le résultat du sondage. Vous vous rappelez, la question, c'était au moment de présenter son BP, est-ce que c'est un stress, une frustration ou pas de problème? Pour 49% de notre audience, c'est un moment de stress parce que on n'a pas toujours l'historique des données pour convaincre. C'est intéressant d'entendre ça, de voir ce chiffre-là, 49%. Et j'espère que tous les éléments partagés aujourd'hui pourront vous aider à atténuer le stress de ce moment si important. On en a parlé un peu en fil rouge dans la discussion. Pour que justement ce moment se passe le mieux possible, vous avez tous parlé de confiance entre le courtier et l'assureur. On est un petit peu en retard sur le timing. Donc, si je peux entendre juste un petit tour de table, mais très synthétique, on peut commencer par toi, Jean. Comment tu vois en 3-4 mots la relation courtier-assureur de ton côté? J'ai fait un super rapide, Hello. La relation courtier-assureur, il peut y avoir, entre guillemets, une divergence d'intérêt sur un courtier qui aurait une manière, enfin, si on regarde juste à court terme, le courtier, il veut le plus de volume possible pour avoir le plus de commissions, l'assureur, il veut l'équilibre technique. Mais en fait, si on regarde à long terme, et c'est ça qui est important dans la construction de la relation assureur-courtier, c'est de bien comprendre qu'on est dans le même bateau. Ça fait un peu écho à tout ce que disait Alice. C'est de bien comprendre qu'on est dans le même bateau et que pour que en fait, les intérêts convergent si on veut que le programme d'assurance s'inscrive dans la durée. Très clair. Alice, toi, qu'est-ce que tu dirais? J'ai perdu Alice. Je crois que t'as ton micro coupé, Alice. Ah, excusez-moi, en plus il y a ce truc rouge là. Je disais que avoir une bonne relation, ça permet d'être dans une relation de confiance. Et ce qu'on cherche vraiment, c'est avoir des échanges nombreux, réguliers, constructifs et vraiment un partage de la transparence, de la franchise, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait tous les mêmes infos, qu'on accepte des divergences de rémunération pour être tous motivés par obtenir de bons résultats et qu'on ait tous envie que ça fonctionne, qu'on soit ensemble, quoi. Très clair. Benoît, toi, tu en as beaucoup parlé de la confiance, donc on a senti que c'était vraiment super important. Tu veux
rajouter un détail? Ouais, je veux juste mesurer un peu le propos parce que dans les faits, oui, je suis d'accord avec l'assureur doit devenir un partenaire et il vaut mieux avoir 4-5 partenaires que avoir son code courtier chez 50 assureurs. Donc j'aime cette notion de partenariat. On est dans le même bateau. Par contre, j'insiste quand même sur la divergence d'objectifs. C'est que faut pas oublier qu'on est courtier, moi et Marina. En fait, on n'est pas agent d'assurance. Je suis pas là pour. Donc dans les faits, je maintiens l'idée que j'appartiens à mes clients et que je travaille pour mes clients. Et que dans les faits, bien sûr, c'est des partenaires, mais que je n'ai pas les mêmes intérêts. Entendu. Merci pour ce point de vue-là. Et Marina, le mot de la fin? Oui, bah, du coup, le mot de la fin, je pense qu'on l'a un peu tous dit. Enfin, je pense qu'il y a quand même un changement aujourd'hui de relation entre assureurs et courtiers. Parce que risque tendu, marché tendu, etc. Et puis peut-être pas pratique de la profession. Hein, je peux pas comme si nous n'étions coupables de rien. Mais du coup, je pense qu'il faut vraiment. Enfin, ce qu'on voit, c'est que les assureurs sont quand même vachement plus précautionneux sur les risques qu'ils prennent. Ils font quand même plus attention, je pense. En tout cas, ça, moi, je le sens. Et du coup, toujours aller vers de la communication, de la transparence. Je pense que c'est important. Et puis surtout, voilà, être sur des choses très factuelles parce que ce qu'on s'est dit, le but c'est de s'aligner. Moi, je porte la vision client, eux portent le risque, et du coup, il faut qu'on s'aligne. Et c'est avec ça qu'on arrive ensuite à toujours créer des produits innovants, toujours créer des choses innovantes. Quand on n'a plus de confiance, on peut plus créer de l'innovation. Bien sûr, merci pour ça. Juste avant qu'on conclue, on peut prendre les questions. On a 2 questions de l'audience. Une question pour Jean de Omar, qui demande si on offre des clauses d'exclusivité sur des produits innovants qui n'existent pas encore ou peu sur le marché. Ouais, et puis tu as une question aussi dans le chat de Joachim, hyper intéressante sur les programmes existants. On la prend juste après. Sur la clause d'exclusivité, non, c'est pas notre politique, et on ne fait pas ça chez Sénat. Notre idée, c'est qu'on n'a pas de produits sur l'étagère qu'on distribue. C'est chaque produit est fait sur mesure avec le courtier qui vient nous voir. Donc venez avec vos innovations. De toute façon, on fera le produit avec vous. Merci. Du coup, je pense à celle de Joachim. Quelles sont les problématiques quand on cherche à placer auprès des assureurs un risque sur un produit existant, pas forcément un nouveau? Elle m'intéressait pas mal cette question quand je l'ai vu arriver, Hello. C'est en fait autant te dire que quand c'est un produit qui existe déjà, ça veut dire qu'il y a déjà des données. Et donc ça, c'est un peu, c'est des produits qui nous font kiffer aussi chez Sénat, et notamment les actuaires, parce que on peut vraiment mettre toute notre créativité à voir comment rendre le produit meilleur. On a des stats, on peut s'amuser, on peut plus facilement aussi après convaincre les assureurs. Et surtout, on peut voir en fait qu'est-ce qui cloche dans le produit et qu'est-ce qu'on peut vraiment améliorer et mettre toute notre créativité dessus. Donc, on est très friand. Entendu. On a une question très précise d'Olivier. Vous pouvez répondre, pas toujours Jean, hein, faites comme vous voulez. Quel est le volume de primes attendu pour développer un produit sur 1 an et 3 ans? Et quel est le S sur P attendu? Je peux répondre? Oui, vas-y Alice. Ça va un peu avec l'alignement d'intérêt. On lance rarement un produit si au bout de 3 ans, on n'a pas un BP entre 8 et 10 millions. Voilà, et j'ai pas vraiment de mesure pour 1 an. On essaye de voir à long terme et de travailler sur la longueur ensemble. Donc voilà, c'est plutôt ça. Et avec un assureur qui porte une partie du risque, entre 10 et 20% de rétention minimum. Entendu. Au moins, c'est très concret. Merci pour ça, Alice. On en prend une dernière avant de conclure, peut-être. Celle d'Edouard. J'espère que j'aurai oublié personne ensuite. C'est pour Jean. Pour un produit santé, sur une cible bien établie, comme les seniors, les TNS par exemple, en moyenne, combien de temps prend la négo? Ça peut, en moyenne, une négo, même un peu sur tous les produits, je dirais qu'on envoie un tarif très rapidement. Alors, il y a les questions préliminaires sur le BP, ça dépend aussi de la vitesse de réponse du courtier, mais ça peut prendre 1 semaine. Après, on envoie un premier tarif très rapidement. Il y a une phase de négo, la phase de ping-pong, qui est très importante parce que ça permet d'avoir le meilleur produit à la fin.
où nous, on répond très rapidement. Donc, si en face, ça va, et ça dépend en fonction de l'écart qu'on a dans nos attentes, ça peut prendre 1 à 2 semaines aussi. En fait, on voit, nous, dans nos produits, ce qui prend beaucoup de temps après, c'est vraiment la mise en place du parcours de souscription et de distribution. Mais la phase de négociation, c'est assez rapide. Entendu. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les questions des participants. S'il y en a auxquelles j'ai pas pu prendre le temps de répondre, on vous répondra par email séparément. J'espère que la session vous aura été utile. Pour être encore plus concret, on vous a préparé une petite checklist pour vous aider à construire un pitch efficace face à votre assureur et un template aussi d'analyse concurrentielle pour étoffer votre analyse de marché à présenter à l'assureur dans le cadre du BP, par exemple. Donc, vous pouvez les télécharger. Ils sont disponibles dans le chat tout de suite et vous pourrez tester ça cet après-midi ou demain. Merci beaucoup à nos 4 invités. Merci à tous les participants. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Tout le monde, bonne journée. Merci. Au revoir.